Le maître de cinéma, futur possible. Plus jamais ça. Après la Troisième Guerre mondiale, les chefs d'État se réunirent d'urgence, et lancèrent ce mot d'ordre simple. Le conflit avait été particulièrement destructeur. La planète totalement ravagée. Brume et vapeur. 5 milliards de morts. 2 milliards de survivants. Ce qu'il restait d'hôpitaux regorgeait de blessés et de malades. Moscou, Pékin, Paris, Londres, New York, Tokyo, New Delhi, Pyongyang, Téhéran, Rio de Janeiro, Los Angeles, Marseille, Rome, Madrid. Les grandes mégapoles n'existaient plus. À leur place, des champs de ruines irradiés. L'eau potable était rationnée. Des territoires immenses étaient interdits aux humains, tant l'air y était devenu irrespirable. Des ombres rampaient dans les gravats, Omura, l'un cherchant à dévorer l'autre. Plus jamais ça. Charniers et incendies. Buildings éventrés exhibant leurs armatures de métal comme des squelettes. Béton calciné rapidement recouvert de moisissures. Métal tordu dévoré de rouille. Routes éventrées trouées de flaques nauséabondes. Escadrilles de mouches dansant et sifflant leur victoire finale. Il avait été nécessaire d'aller au bout des erreurs pour comprendre que c'étaient des erreurs. Il avait fallu aller au bout de la haine pour comprendre qu'elle n'aboutissait qu'à l'autodestruction de l'espèce. Plus jamais ça. Les dirigeants des grandes nations se regroupèrent dans un profond bunker, et commencèrent enfin à réfléchir à des mesures d'urgence pour la sauvegarde générale de l'humanité. Ils avaient fini par comprendre que les demi-mesures, les compromis, le souci de l'électorat n'étaient plus de mise. Pour préserver ce qu'il restait de l'espèce humaine, il fallait désormais imposer l'entente mutuelle. Comme le nationalisme et l'intégrisme avaient été à l'origine de la Troisième Guerre mondiale, les chefs d'État décidèrent des mesures draconiennes. La fin des religions fut le premier principe de l'accord précisément baptisé « Plus jamais ça ». Le second principe fut tout aussi radical, la fin des nations. Selon les signataires de l'accord, sans foi et sans frontières, les humains du monde n'auraient plus de raison de s'entre-déchirer. Plus de territoire à voler ou à récupérer, plus d'infidèles à convertir de force. Mais un des chefs d'État, un grand blond barbu, aux allures de viking, répondant au nom d'Olaf Gustafsson, signala que le nationalisme et la religion, comme les mauvaises herbes, finiraient toujours par repousser, du fait de l'amnésie cyclique de l'humanité. Viendrait toujours un moment où les nouvelles générations, ignorantes ou ayant tout oublié des causes de la catastrophe, finiraient par vouloir à leur tour goûter aux joies de la guerre, et au plaisir de massacrer son voisin. Les jeunes générations, expliqua-t-il, ont une mémoire sélective. Elles se souviennent des grands enjeux du pouvoir, mais oublient le prix à payer. C'est hormonal, c'est la testostérone. Il rappela qu'après la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, on avait déjà dit plus jamais ça, et pourtant ça était revenu jusqu'à ce que, de nouveau, on se souvienne que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. À chaque génération, c'est pire, affirma-t-il. On entre dans une surenchère permanente de destruction. Comme un retour de balancier. Les chefs d'État réunis dans le bunker, cherchèrent donc comment éradiquer une fois pour toutes le mal. Ils finirent par convenir qu'il fallait sectionner plus profondément. Un autre dirigeant, Paul Charabuska, un petit homme brun et frisé, lança une idée. À son avis, il fallait supprimer le terreau même du nationalisme, du fanatisme et de l'intégrisme, à savoir l'enseignement même de l'histoire. L'idée parut tout d'abord totalement saugrenue aux participants de la réunion au sommet. Gommer la mémoire pour ne pas répéter les erreurs, semblait un véritable contresens. Pourtant, l'histoire, telle qu'elle est étudiée dans les écoles, développa-t-il, transporte essentiellement la valorisation des victoires, donc des guerres, des massacres et leur liste de martyrs, de vengeances nécessaires, de représailles logiques, de rancœurs entre peuples, de trahison entre alliés, d'enjeux territoriaux mesquins, de traités non respectés, de rivalités de princes, de rois abusifs. Et au final une glorification des atrocités qui parlent d'héroïsme, et dont on se transmet les noms et les dates de génération en génération. L'enseignement de l'histoire n'était pas l'enseignement de l'amour, mais la glorification des nationalismes.
Vue sous cet angle, l'idée paraissait soudain faire sens. Ainsi fut voté à l'unanimité par l'Assemblée des dirigeants du monde réunis dans le bunker souterrain, le troisième principe de stabilisation du futur, l'arrêt de l'enseignement du passé. À l'issue de ces décisions, les membres de l'Assemblée de survie éprouvèrent un sentiment étrange et grisant, celui de bâtir une société neuve sur des bases complètement propres. Et ils en ressentirent une émotion, toute de fraîcheur et de virginité. Du passé faisant table rase, avec l'un des membres de l'Assemblée, en référence à un texte ancien, dont il avait oublié l'origine. Ils nommèrent la nation, la religion, l'histoire, les trois fruits défendus. Ils avaient été goûtés, ils avaient empoisonné, ils devaient donc être recrachés et mis hors de portée des enfants. Comme des aliments toxiques. Les membres de l'Assemblée n'étaient pas dupes, ils savaient que ces trois fruits resteraient tentants, mais ils étaient bien déterminés à les tenir sous bonne garde. Restait à découvrir la réaction du public face à ces mesures. Mais la sauvagerie de la Troisième Guerre mondiale avait été telle, que les trois principes du plus jamais ça, furent facilement acceptés par les 2 milliards de survivants. Les chefs d'État n'ignoraient pas, qu'il faudrait 2 générations pour éliminer, toutes les mauvaises herbes qui voudraient repousser. Ils savaient aussi que le seul fait d'interdire générerait la tentation. Cependant, le temps jouait en leur faveur. Comme le déclara Olaf Gustafsson, ils finiront par oublier. Et comme répliqua Paul Charabuska, ils finiront par oublier qu'ils doivent oublier. Dès que les 3 lois d'interdiction furent votées et promulguées, l'Assemblée des chefs d'État décida d'appliquer des mesures radicales, transformer les temples en hôpitaux, reconvertir les prêtres en infirmiers, brûler les drapeaux, interdire les hymnes et chants patriotiques, détruire les livres historiques, mais aussi les photos, les documentaires, même les chansons, les contes, les œuvres d'art, sculptures, films, peintures, portant en eux émotions ou traces du passé. On changea le nom des rues, plus question de conserver ceux des généraux, des maréchaux, des saints. Sur les billets de banque on remplaça les portraits des conquérants, ou des héros par de beaux paysages naturels. La terre avant le désastre. Surtout aucun visage, aucun monument. Le changement ne se fit pas sans difficulté. Des manifestations éclatèrent, organisées par ceux qu'on appela les nostalgiques, le mot devint une insulte, laissant sur place morts et blessés. Mais pour la grande majorité des survivants de la Troisième Guerre mondiale, l'idée était admise, ces tensions n'étaient que les derniers hoquets d'un monde obsolète qu'il fallait oublier. L'Assemblée des chefs d'État se rebaptisa elle-même le Conseil des sages, le mot assemblée contenait des traces historiques, et parvint à prendre les mesures nécessaires, même les plus coercitives, pour imposer définitivement l'interdiction des 3 fruits défendus. Et c'est ainsi que peu à peu une nouvelle humanité sans souvenir et sans différenciation des individus vit le jour. Tout le monde se mit à parler la langue unique. Les mots à caractère identitaire, ou historique avaient disparu du vocabulaire. Le calendrier, pour ne faire référence à aucune culture, fut remis à zéro. Le Conseil des sages gomma également l'expression Troisième Guerre mondiale, désormais remplacée par l'Apocalypse, afin d'oblitérer du même coup, le souvenir des 2 autres guerres mondiales qui l'avaient précédée. Il n'entretint plus d'armée mais une police aussi puissante que présente, chargée d'empêcher la résurgence de tout particularisme. Dans les écoles on enseignait qu'avant l'an 0 l'humanité vivait dans l'erreur, ce qui l'avait conduite à l'apocalypse, et avait failli faire disparaître l'espèce humaine tout entière. Les gens délaissèrent les grandes villes pour rejoindre les villages puis les maisons isolées en race campagne. Plusieurs siècles après l'exode rural, on assistait à l'exode citadin, des grandes cités vers les campagnes et la nature. La technologie informatique, et les liaisons ultra rapides par satellite, permettaient à tous de communiquer sur l'ensemble de la planète avec fluidité. Le désengorgement des villes permit une baisse de la pollution. L'accroissement de l'espace vital de chaque citoyen de la Terre favorisa sa détente, et un ergonomiste en tira une loi dite de décontraction. Pour que les humains n'aient plus envie de se chamailler, il suffit de leur donner à chacun un minimum de 50 mètres carrés d'espace vital personnel, et de 500 mètres carrés d'espace de promenade.
Les scientifiques mirent au point des techniques d'autonomisation des habitations, tant au point de vue énergétique qu'agricole. L'énergie solaire remplaça progressivement le pétrole. De toute façon, les gens n'utilisaient plus les voitures, préférant le vélo ou la marche. La disparition du passé entraîna de multiples conséquences imprévisibles. Entre autres la gestion des morts. Imitant en cela certaines cultures amérindiennes, la loi stipula que les morts devaient être enterrés dans des lieux inconnus, afin que leurs descendants ne soient pas tentés d'aller prier sur leur tombe. Ce fut la fin des cimetières. Cependant la vie au grand air, et l'absence de stress ne suffisaient pas à rendre les gens heureux. S'ils n'avaient plus le droit de connaître la grande histoire du passé, il leur restait encore le besoin d'entendre des histoires tout court. Le Conseil des sages comprit très vite que le besoin de divertissement était une priorité politique. Ce fut donc le cinéma qui se chargea de combler le grand vide laissé par la disparition des religions, des nationalismes et de l'histoire des ancêtres. Le cinéma bénéficiait des dernières découvertes technologiques. Chacun pouvait recevoir par Internet les nouveaux films diffusés sur l'ensemble de la planète. Le home cinéma avait beaucoup évolué. Souvent situé dans une pièce spécialement dédiée à cet usage, équipé d'un mur écran, il bénéficiait d'une définition si fine, et d'effets sonores si intenses, qu'on pouvait confondre l'illusion et la réalité. L'après-apocalypse n'avait fait que décupler le phénomène cinématographique et son industrie. C'était comme un rituel. Tous les soirs à 20h30, après le dîner dans leur salle à manger, les gens se rendaient en famille dans la pièce de cinéma. Ils s'asseyaient côte à côte sur les divans pour regarder et commenter ensemble les dernières nouveautés proposées par les grands studios de production. Le culte des politiciens ayant disparu, les acteurs devinrent les nouvelles idoles planétaires, supplantant dans les journaux d'actualité les sujets les plus brûlants. Tout le monde se passionnait pour leur carrière, leur vie privée, leurs aléas sentimentaux. Ainsi la vie post-apocalyptique s'organisa dans l'amnésie obligatoire mais nécessaire, et le sacre du 7e art, considéré comme le lieu privilégié d'expression de l'intelligence, de la beauté, de la créativité. La compétition entre les grands studios de production devint d'autant plus virulente que le marché était énorme. Les scénaristes testaient de nouvelles manières de raconter, les réalisateurs des effets spéciaux, qui cherchaient à tout prix l'originalité, et les acteurs rois rivalisaient de performance. De cette foire d'empoigne surgissaient parfois des artistes surdoués, que les studios s'arrachaient à des prix vertigineux. Cependant, si les acteurs préférés du public mondial changeaient chaque année, apparurent peu à peu 5 réalisateurs, qui déchaînaient les suffrages quels que soient leurs acteurs. Tous les 5 avaient élaboré des univers visuels très personnels, facilement reconnaissables. Et parmi eux, un certain David Kubrick finit par susciter un engouement particulier. Son audace et son originalité étaient indéniables. Ces sujets qui au début semblaient ésotériques devinrent cultes. David Kubrick parlait de la violence, de la folie, de la mort, du plaisir des femmes, de la communication des couples, de la peur, de l'envie. Des thèmes dont il parvenait à tirer des situations et des images bouleversantes. N'importe quel scénario entre ses mains devenait subtil à plusieurs niveaux de compréhension. On pouvait revoir et revoir ces films, et leur trouver chaque fois un sens différent. David Kubrick entretenait un certain mystère autour de son personnage. Il ne voyageait pas, n'acceptait aucune interview, aucune photo. Ses acteurs le définissaient comme un homme de grand charisme, colérique, parfois tyrannique, mais surtout très exigeant. Il témoignait des dizaines de prises nécessaires, avant que le maître ne se déclare satisfait. Nombre d'entre eux avaient été victimes de dépression durant les tournages. Ceux-là même qui le disaient dur, reconnaissaient pourtant son goût de la perfection. À la suite de ces quelques déclarations, David Kubrick interdit à ses acteurs de donner des interviews, expliquant que le fait qu'ils se révèlent dans la réalité moins intelligents que les personnages qu'ils incarnent, peut nuire à la crédibilité du film. À quoi il ajoutait, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie d'un acteur sur le film dans lequel il joue? Autant demander à un soldat d'infanterie, ce qu'il pense du déroulement de la guerre, ou à une marionnette ce qu'elle pense du spectacle.
David Kubrick vivait dans un vieux château qu'il avait restauré. On ne lui connaissait ni femme, ni enfant, ni amis. Les dernières personnes qui l'entreaperçurent, décrivirent un homme au visage mangé par une barbe. À coup sûr, David Kubrick pouvait se promener dans la foule sans craindre d'être assailli par les paparazzis. Loin de nuire à sa popularité, son côté autoritaire et secret, ne faisait qu'ajouter à sa légende. Bien vite il fut baptisé le maître de cinéma. Les journaux spécialisés le vénéraient. Les chroniqueurs le décrivaient en quête du film absolu. David Kubrick créa sa propre major de cinéma, les Studios D, l'un pour son deuxième prénom, Ingmar, sur un terrain de plusieurs centaines d'hectares. Au centre était érigé son château personnel. Il prit l'habitude d'acheter les acteurs en exclusivité à vie. Chaque acteur engagé par lui devait signer un contrat dans lequel il promettait de ne plus jouer pour aucun autre réalisateur. Même si cette mesure leur semblait radicale, les acteurs, rêvant tous de se produire au moins une fois dans un film du maître, acceptaient sans hésitation. Bientôt, David Kubrick interdit à ses acteurs de sortir de l'enceinte de ses studios. Pour satisfaire cette exigence drastique, il créa au sein de son territoire un village, dans lequel les acteurs devaient trouver femme et se reproduire, leurs enfants étant éduqués dans ses propres écoles de cinéma. La boucle était bouclée. Tout acteur entrant dans les studios D vivait dans les studios D, constituait un couple avec une personne des studios D, s'y reproduisait et y mourait. Et ses enfants y subissaient un sort similaire. Certains journalistes s'offusquèrent de cet élevage humain que les lois, pourtant, autorisaient. Les films des studios D étant de plus en plus populaires, aucun politicien, fût-il membre du Conseil des sages, ne pensait sérieusement à prendre le risque d'entraver la créativité du maître. Le sacrifice des acteurs et de leurs enfants sur l'autel du 7e art, semblait un modeste prix à payer au vu des splendides résultats artistiques obtenus. Son style fut copié, les 4 autres grands réalisateurs, finirent même par reconnaître que David Kubrick les avait tellement devancés, qu'il était devenu leur propre phare. David Kubrick écrivait lui-même ses scénarios, et ne se donnait même plus la peine de se déplacer sur les plateaux. Il dirigeait tout depuis une salle de contrôle installée dans le plus haut donjon de son château. De là, grâce à un simple micro, il donnait les directives à ses assistants, vérifiait sur ses écrans les cadrages des caméramans, dirigeait à distance le jeu des acteurs. Son premier mot de la journée était toujours « silence plateau ». Son dernier mot était « coupé ». Le tournage achevé, toujours sans quitter son bureau du donjon, il montait les plans sur les bancs numériques installés dans la même pièce, et ajoutait lui-même la bande-son et la musique. C'est ainsi, au moyen de ses écrans, ses claviers, ses micros et ses caméras dirigées à distance, que David Kubrick parvenait à créer un film sans un seul contact avec son équipe de tournage. Lorsqu'il reçut l'Oscar du meilleur réalisateur, et du meilleur film de l'année, il ne se déplaça pas davantage pour recevoir son trophée. Il se contenta d'envoyer un mot expliquant qu'il avait trop de travail pour perdre son temps dans ce genre de mondanité inutile. Le temps passant, la qualité et l'audace de son œuvre, de la vie de tous, ne faisaient que croître. La sortie de chacun des films du maître de cinéma, était un événement attendu sur toute la planète. Plusieurs jours avant, les actualités annonçaient un décompte. Et chaque fois la surprise et l'émerveillement étaient au rendez-vous. Les critiques les plus en vue s'évertuaient ensuite à analyser l'art du maître pour en découvrir les sous-entendus, les prolongements, les symboliques cachées. La planète tout entière pleurait et riait à l'unisson avant d'applaudir à tout rompre. On parlait de communion de l'humanité par l'image kubrickienne. Grâce aux fortunes engrangées par tant de succès, les studios D s'agrandirent encore, un laboratoire d'effets spéciaux de nouvelle génération fut construit. Des scientifiques de haut vol vinrent y mettre au point des machines futuristes permettant des innovations visuelles époustouflantes. On déposa des brevets, afin qu'aucun autre réalisateur ne puisse les copier. Tout ce qui se passait à l'intérieur de l'enceinte des studios D restait absolument secret. Et les années passèrent. Un jour, une rumeur incroyable fut lancée sur Internet, David Kubrick serait mort. Et les films présentés ne seraient
qu'une réserve d'œuvres qu'il aurait tournées par avance. Comme souvent sur la toile, ce qui n'était que simple supposition devint bientôt certitude. Un communiqué officiel des studios dit démentit l'information, sans apporter toutefois la preuve de la survie du maître. Les portes du château restant fermées à tous, et les films continuant de sortir à un rythme régulier, la rumeur finit par se dégonfler aussi vite qu'elle était apparue. Quelques personnes pensaient pourtant, que si David Kubrick avait préparé des films à l'avance pour donner le change, il devait en avoir tourné beaucoup. Dans les bureaux d'un grand journal de cinéma, le rédacteur en chef, Jack Cumming, était lui aussi persuadé que David Kubrick était mort, et qu'il avait mis au point un système, probablement informatique, capable de perpétuer son activité artistique. Il imaginait qu'un réalisateur robot équipé d'intelligence artificielle avait pris le relais du réalisateur humain. Vu le nombre de scientifiques de haut niveau qui avaient effectué un séjour au studio dit, l'hypothèse paraissait vraisemblable. Jack Cumming voulut en avoir le cœur net. Il décida d'envoyer sur place l'une de ses meilleures journalistes, Victoria P.L., pour tenter de pénétrer dans les studios et rencontrer le maître. Son choix n'était pas anodin. Victoria P.L. avait été une réalisatrice de cinéma prometteuse, tournant des films avant-gardistes remarqués. Elle avait stoppé net sa carrière, fascinée par un film de David Kubrick qu'elle jugeait inégalable. « Je me sens comme un moineau qui voudrait imiter le vol d'un albatros », avait-elle déclaré à l'époque avant de renoncer à créer et de ranger sa caméra. Elle s'était dès lors recyclée dans la critique, et devint la meilleure spécialiste, au sein du journal, de l'œuvre de David Kubrick. De plus, ce qui ne gâchait rien, elle était très sportive, avait longuement pratiqué l'acrobatie, ce qui pouvait se révéler utile pour pénétrer dans les enceintes protégées des studios dit. Le rédacteur en chef espérait, qu'en la voyant David Kubrick tomberait sous le charme. Et même si certaines mauvaises langues prétendaient que le maître de cinéma était asexué, sa réaction face à Victoria P.L. apporterait à coup sûr une information intéressante. Si toutefois il vivait encore. Éclairé par une pleine lune argentée, l'intrépide reporter en juste au corps noir, examina l'enceinte de l'extérieur. Le mur circulaire, qui avoisinait les 5 mètres de hauteur, était couronné de tessons de verre, puis surmonté par 3 lignes barbelées électrifiées. Des caméras de détection placées tous les 20 mètres, balayaient mécaniquement le pied du mur éclairé par des projecteurs électriques. Des panneaux studio dit défense absolue d'entrée frappaient d'une tête de mort, complétaient l'effet dissuasif. Victoria P.L. dégagea son sac à dos. Elle repéra les fils électriques alimentant les caméras, sortit une arbalète et des flèches terminées par des plaques coupantes. Elle visa et appuya sur la détente. Ces tirs précis tranchèrent les fils des caméras de surveillance. Elle opéra de même pour ceux qui alimentaient les barbelés électrifiés. Elle enfila des chaussons de sport à haute capacité d'adhérence, et enduisit ses mains de talc. Elle arma son arbalète d'une flèche coiffée d'un grappin qu'elle éjecta au sommet du mur. Il trouva une prise solide. Ne restait plus qu'à grimper. Arrivée au sommet, elle utilisa la crosse de son arbalète pour ôter les tessons de verre, et s'installa à califourchon. 2 autres murs de protection se faisaient face, en parallèle. Elle lança le grappin pour franchir les 2 obstacles. Du haut du dernier mur elle put enfin scruter l'intérieur des studios. Elle repéra des chiens qui, en reniflant bruyamment, commençaient à trotter dans sa direction. Victoria P.L. avait prévu cette éventualité. Elle sortit de son sac de la viande enduite d'un soporifique, et les lança à la meute qui hurlait maintenant au bas du mur. Les chiens se précipitèrent et dévorèrent la chair imbibée. Leurs aboiements cessèrent et, au bout de quelques minutes, ils tombèrent inanimés, l'un après l'autre. Elle examina les alentours. Contact des chaussons avec l'herbe. Elle prit une grande inspiration. Elle était désormais dans la place. Elle se repéra avec une lampe de poche, et une boussole sur un plan satellite fourni par son journal, puis avança à pas de chat. Derrière une première rangée d'arbres, elle aperçut de grands hangars. Son rossignol entra en action. Très vite la serrure obéit. Elle éclaira l'intérieur du bâtiment avec sa lampe torche. C'était un studio.
Caméra, décor, costumes, tout était en place, mais recouvert d'une épaisse couche de poussière. Comme s'ils avaient été abandonnés depuis des décennies. Elle sortit son appareil photo, et commença à prendre des clichés. Puis elle quitta ce premier édifice, et en visita 3 autres, encore des studios, tout aussi déserts et poussiéreux. Victoria PL, un peu étonnée, décida d'aller vers l'école des acteurs, qu'elle avait repérée sur le plan satellite. Là encore le bâtiment était vide de toute présence humaine. Dans les salles de classe, on distinguait des chaises, des bureaux recouverts de la même couche de poussière. La journaliste se dirigea ensuite vers le village censé héberger les familles d'acteurs et de techniciens des studios dits. Des habitations aux meubles intacts, mais tout aussi abandonnées. Elle passa un doigt sur une table, et une mousse grise s'aggloméra sur sa peau, comme de la neige sombre. On aurait pu croire qu'une maladie fulgurante avait ravagé l'endroit et désintégré d'un coup tous ceux qui y habitaient. Elle eut une sensation de vertige. La veille encore elle avait visionné le dernier film fraîchement sorti des studios dits. Comment pouvait-on produire des films dans ces studios fantômes? Elle partit à la recherche du château du maître. Après avoir traversé longtemps les immenses parcs, qui avaient servi de décor aux films les plus anciens, elle distingua soudain, sur une proéminence rocheuse, la demeure de Kubrick. Une reproduction de château de contes de fées. Le large donjon central surplombait l'ensemble de l'édifice. Une lumière brillait à la plus haute fenêtre. Victoria PL eut un frisson d'excitation. Après une hésitation, comme si elle craignait de commettre un sacrilège, elle se décida à lancer son grappin pour franchir le muret qui protégeait le château. Elle passa ensuite le large fossé rempli d'eau froide, de grenouilles et de nénuphars. Elle se tenait enfin face au mur du château. Elle l'escalada pour rejoindre la première fenêtre. Là, à l'aide d'un diamant, elle découpa un cercle de verre, passa la main et actionna la poignée. Le battant s'ouvrit sans un soupir. Enfin elle était à l'intérieur. Dans le faisceau de sa lampe torche, se révéla un décor insolite. Elle trouva l'escalier en colimaçon, qui menait au sommet du donjon. Elle gravit les marches. L'émotion la faisait trembler, mais la conscience de l'importance de sa mission, lui donna la force d'arriver jusqu'à un portail de chêne à armature de cuivre. Elle le poussa, et ce qu'elle vit la fit reculer de surprise. Sur 5 écrans géants s'affichait son propre visage. Face à elle, une main décharnée aux ongles interminables, dépassait de la coudoir d'un fauteuil en cuir bleu. « Je vous attendais, mademoiselle PL », prononça une voix chevrotante. Entre le siège et les écrans, plusieurs consoles de montage, des claviers, des écrans plus petits, des ordinateurs portables branchés en réseau. « Approchez », reprit la voix. Elle fit quelques pas, le fauteuil en cuir bleu tournoya et enfin elle le vit. « Je savais que je ne pourrais éternellement garder mon secret », soupira David Kubrick. L'homme était malingre, sa barbe grisonnante et ses longs cheveux blancs, balayaient sa poitrine et ses épaules. Son visage graviné était jaune. Sa bouche tremblait d'un tic nerveux. Des gouttes de sueur perlaient à son front. Il semblait épuisé. Son fauteuil était pourvu de gros coussins sur les accoudoirs, et de tablettes garnies de nourriture et de boissons. Le maître des lieux examina longuement sa visiteuse, comme s'il observait une œuvre d'art. Il fit un geste vague pour désigner la fenêtre qui surplombait les studios. Il y a eu jadis beaucoup de gens ici. Des foules entières. Mais progressivement je me suis auto-réduit à l'indispensable jusqu'à m'apercevoir que... Il eut un sourire désabusé. Personne n'était réellement indispensable. Victoria PL fut soudain prise d'un immense sentiment de pitié envers cet homme. Si vous êtes ici c'est que vous êtes curieuse. J'aime les gens curieux. Pour moi c'est la première qualité d'un humain éveillé, s'intéresser à ce qui est en avance sur son époque. Et puis vouloir connaître ce qui est caché. Elle ne savait plus que faire. Il lui sembla soudain avoir pénétré dans un sanctuaire sacré. Elle sentait confusément qu'il y aurait un prix terrible à payer pour cette transgression. « Je regrette de vous avoir dérangé », murmura-t-elle. Il haussa les épaules, puis se rejeta en arrière.
Nous passons les 2 tiers de notre temps de vie en moyenne dans des mondes imaginaires. Entre le cinéma, les livres, la télévision, les jeux informatiques, les rêves, il nous reste pour le réel tout au plus quelques heures par jour. Il se lisse la barbe. Pour vous, je dois d'ailleurs être un personnage imaginaire, qui vient de basculer dans le réel, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Il eut un geste désinvolte. Je pense que vous êtes venu pour connaître le grand secret du mystère du maître de cinéma. Un large sourire accompagnait sa grandiloquence. Vous voulez savoir? Eh bien vous allez savoir, mais, il essuya son front luisant, je ne suis pas sûr que cela vous plaise. Il lui tendit un verre rempli d'une boisson gris clair, à l'odeur d'amande. Du lait d'ânesse. Je ne bois que ça. Il goûta, trouva cela infect, mais afficha un air ravi. Pour que vous compreniez, il faut tout d'abord savoir que mon nom n'est pas anodin. Kubrick. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Victoria PL fit un signe de dénégation. Je suis l'arrière-arrière-petit-neveu d'un très grand cinéaste d'avant l'Apocalypse. Il se nommait Stanley Kubrick. À nouveau elle marqua son ignorance. Quand j'ai découvert son existence par hasard, au fond d'une caisse de photos et d'articles dans le grenier de mon propre grand-père, j'étais âgé de 11 ans, je me suis senti investi d'une mission, commettre et prolonger son œuvre. Il lui désigna un siège voisin et elle s'assit en tailleur. J'ai donc demandé à mes parents de m'offrir une petite caméra vidéo et j'ai commencé à filmer. Je filmais tout, les animaux du jardin, les nuages, les feuilles, les limaces, les fourmis, ma famille, des jouets que je faisais parler en voix off, les gens qui passaient dans la rue. Je filmais des batailles navales dans ma baignoire. Je filmais des tremblements de terre au ras du sol avec des jouets. Je me filmais moi-même en train de faire le pitre. Ensuite j'ai suivi les cours d'une école de cinéma, et j'ai appris de manière plus académique, le métier de réalisateur. Plus tard, devenu adulte, j'ai lancé des détectives privés sur les traces des documents concernant mon illustre ancêtre. Il appuya sur un bouton. Je vous présente Stanley Kubrick. Victoria PL découvrit le visage d'un homme barbu, aux longs cheveux noirs, le nez surmonté de lunettes, assez ressemblant à son descendant aux cheveux blancs, si ce n'était que ses joues étaient plus rondes et ses traits plus épais. Le maître de cinéma esquissa un salut respectueux au portrait qui s'affichait, comme s'il était vivant. Il a beau, non? Vous avez vu la profondeur de ce regard? C'était un pionnier, un visionnaire, un inventeur. Assurément un homme en avance sur son époque. Dans un premier temps j'ai essayé de le comprendre. Un de mes détectives a fini par trouver cela. David Kubrick déclencha une commande, et un lever de soleil apparut sur l'écran central de la pièce. Ce film s'intitule 2001, l'Odyssée de l'espace. Je l'ai vu 144 fois. La première je n'ai rien compris et je me suis endormi. La seconde et la troisième aussi. À la quatrième j'ai commencé à saisir un sens. À la cinquième cela a été la révélation. Ce film est plus qu'un simple divertissement. Bien plus que ça. Il raconte toute l'évolution de l'espèce humaine, et son avenir dans l'espace. David Kubrick effleura quelques boutons de sa télécommande. Le film débuta et Victoria PL regarda défiler les images avec curiosité. La qualité visuelle était très grossière et les effets spéciaux, des dessins peints sur du verre, à la limite du ridicule, mais il émanait de certaines scènes une magie étrange, à laquelle elle n'était pas insensible. En fait, sans le savoir, avec 2001, l'Odyssée de l'espace, mon ancêtre a fait bien plus que créer une simple œuvre cinématographique, il a émis une prophétie. Il suggère par ses images une nouvelle spiritualité où l'homme est affranchi de sa peur maladive de la mort. Il a vaincu les machines, et se tourne vers d'autres horizons au milieu des étoiles pour renaître autrement. Victoria PL, à cette seconde, pensa que le maître de cinéma n'était qu'un délinquant bravant les interdits concernant les fossiles pré-apocalyptiques. Un nostalgique. Rien que pour posséder un objet aussi tabou que ce vieux film, David Kubrick risqua si elle le dénonça plusieurs années de prison. L'homme semblait pourtant peu inquiet de ce qu'impliquaient ces révélations.
Elle se dit que c'était peut-être bien plus grave qu'elle ne l'avait cru tout d'abord. Après tout, il ne lui avait pas expliqué comment il avait rendu ce lieu désert. Il avait peut-être assassiné tous ses employés. Peut-être se tenait-elle près d'un génie qui avait basculé dans la folie destructrice. 2001 à sa sortie, n'a pas reçu l'accueil escompté par mon arrière-arrière-grand-oncle. Ironie du sort, alors que les critiques l'ont tous méprisé, il a été sauvé par les drogués qui s'asseyaient au premier rang pour se gorger du passage de la plongée dans l'espace avec la musique de Ligeti qui l'accompagne. C'était pour eux un trip. David Kubrick eut à nouveau son sourire gêné, puis il accéléra le film jusqu'au passage évoqué, et son regard s'éclaira. Mon arrière-arrière-grand-oncle a tourné d'autres films, aucun n'a connu un grand succès, mais il est devenu un auteur culte parmi les réalisateurs de son époque. Tout avait inconsciemment perçu la dimension hautement avant-gardiste de son œuvre. David Kubrick manipula sa télécommande, et revint au début du film. Victoria observa le singe qui lançait l'os, et ce dernier se transforma en vaisseau spatial. Ce plan constitue la plus grande ellipse de l'histoire du cinéma. En un seul plan on passe de l'homme des cavernes à l'astronaute. J'ai retrouvé par la suite tous ces autres films. Barry Lyndon, Orange Mécanique, Shining, Dr. Folamour, Full Metal Jackie. Il sourit avec émotion. Et vous savez quels sont les derniers mots de la dernière scène de son dernier film, qui clôt l'ensemble de son œuvre? Non. Il ferma les yeux pour mieux se remémorer la phrase exacte. C'est dans Eyes Wide Shut. Le personnage, Alice Herford, dit « And all of you and you know is something very important, we need to do as soon as possible ». Le docteur Bill Harford répond « What? » Et Alice répond « Fuck ». Il l'observa avec curiosité pour voir si elle saisissait la portée de la phrase. Elle se sentait face à un examen. Rapidement elle suggéra, cela peut vouloir dire deux choses. En effet, au sens littéral fuck baiser. Mais en argot cela veut dire aussi aller se faire foutre. Bravo. Quelle ironie n'est-ce pas? Au final de sa prophétie il s'en tire avec une double ellipse. Allez vous faire voir où faites l'amour. Il tendit le bras. Donnez-moi la main, mademoiselle. Elle l'aida à se lever. Et elle sentit aussitôt une immense énergie électrique émaner du vieil homme à travers l'épiderme de sa main moite. Mon arrière-arrière-grand-oncle me montrait la voie. Pouvais-je être sourd à son héritage spirituel? Éclairé par son esprit j'ai à mon tour œuvré. Pour copier, égaler et même tenter de le surpasser. Maintenant suivez-moi. Il effectua quelques pas. Elle se demandait pourquoi il avait autant de difficultés à se mouvoir, mais voyant les coussins accumulés dans son fauteuil, elle comprit que le maître ne se déplaçait pratiquement jamais. Il travaillait et dormait dans son fauteuil pour rentabiliser probablement chaque seconde. Elle distingua même un trou sous le siège, relié à un système de chasse d'eau. Pour gagner quelques secondes, le maître de cinéma ne se levait même plus pour aller aux toilettes. Il avait aménagé ce fauteuil avec système d'évacuation de ses déchets organiques. Sa main tremblait, il la saisit avec son autre main. Je suis insomniaque, je dois dormir tout au plus 1 heure par nuit. Ça permet de disposer de plus de temps pour travailler. Ce fauteuil est mon cocon. Le seul problème est que, bougeant peu, je finis par m'ankyloser et avoir des escarres. Il saisit une canne pour s'aider à marcher. À petits pas ils traversèrent la pièce circulaire pour rejoindre l'escalier du donjon. David Kubrick actionna une manette qui abaissa le pont-levis au-dessus du fossé, et entraîna Victoria P. hors du château. Ah Will. Vous pensiez que j'étais mort, n'est-ce pas? Je voulais vérifier ce que prétendait la rumeur sur Internet, répondit-elle. Je ne suis pas mort, mais je vais bientôt mourir. Il déclencha un système d'allumage, et partout des réverbères éclairèrent les décors extérieurs. Elle put ainsi distinguer un lac, des jardins, des rails, des petits monuments imitant la pierre. Ils marchèrent longtemps dans les vastes avenues des studios D. Le vieux réalisateur repéra les chiens endormis, et la regarda avec étonnement, puis il haussa les épaules, comme pour montrer que cela n'avait pas de réelle importance. Par là, insista-t-il en désignant une petite colline,
surmontée d'une bâtisse ronde. Elle le soutint alors qu'il trébuchait. J'aime le cinéma, mademoiselle. J'aime vraiment beaucoup le cinéma. Le mot passion est faible. Je suis obnubilé par le concept du film parfait. Pour comprendre ce que vous allez voir, n'oubliez jamais que je recherche la perfection dans mon art. Et que cela est bien plus important que ma propre vie. Il ralentit, demandant à la jeune femme un petit répit pour reprendre son souffle, afin de pouvoir gravir la colline. Ce que j'aime par-dessus tout, dans vos films, s'aventura enfin Victoria PL, c'est que je suis chaque fois emporté par les émotions des personnages. Je vis avec eux. C'est fantastique. Je pleure et je ris aux endroits que vous avez probablement prévus. Je suis estomaqué par votre virtuosité, maître. Je peux vous appeler maître? Il hocha la tête, indifférent. Chaque fois, on se dit que ce ne sont pas des acteurs, mais de vrais gens qui vivent et parlent devant nous. On n'arrive pas à imaginer comment ils pourraient être autre chose que leurs personnages. Comment réussissez-vous à obtenir autant de sincérité de vos acteurs? Quelle est votre technique de direction de jeu? Victoria PL reconnut une lueur d'amusement sur le visage du maître, qui se déplaçait de plus en plus vite en direction de la colline. Comme si son corps se débloquait. Elle sortit son ordinateur portable, et l'enclencha en mode enregistrement. Je peux. Non. Prenez plutôt des notes par écrit. Tenez. Il chercha dans sa poche et lui tendit un carnet et un stylo. Étonnée, elle saisit les objets antiques. Les acteurs sont tous des crétins. Ils sont narcissiques, stupides, incultes. Pour moi le choix du métier d'acteur est déjà une forme de pathologie. Cela signifie qu'ils ont un besoin anormal de reconnaissance et d'amour. Ce n'est pas à moi de les leur fournir. Ils sont exhibitionnistes et manipulateurs. Je méprise les acteurs. C'est seulement lorsqu'ils souffrent, qu'ils me semblent parfois un peu touchants. Mais même alors, la plupart sont simplement ridicules. Je vous ai dit que je recherchais la perfection sans la moindre concession à la médiocrité. Les acteurs sont le point faible du système. Ils se croient importants parce que les médias les gonflent comme des baudruches. En plus beaucoup prennent de la cocaïne ce qui les rend mégalomanes. Homme, j'ai aussi été actrice, reconnut Victoria en baissant les yeux. Ça ne m'étonne pas, vous êtes belle. Si je vous avais rencontré plus tôt, je vous aurais proposé de jouer pour moi. Remarquez, il n'est peut-être pas trop tard. Suivez-moi. Je ne suis pas exhibitionniste, et je ne crois pas souffrir d'une pathologie narcissique. Le fait que vous soyez devenue réalisatrice, puis critique de cinéma, prouve que vous avez su vous soigner. Victoria PL enclencha un magnétophone dissimulé dans sa manche. Vous disiez que vous allez bientôt mourir, rappela-t-elle. Il secoua la tête. En fait, je peux même vous dire, je vous attendais pour ça. Pour mourir devant moi? David Kubrick s'arrêta et lui serra la main très fort. Son regard se fit malicieux. Il compléta en articulant exagérément, non. Pour que vous m'assassiniez. Pardon. Vous allez me tuer tout à l'heure. C'est pour cela que vous êtes là. C'est moi qui me suis débrouillé pour que vous veniez. C'est moi qui, indirectement, ai inspiré à votre rédacteur en chef, Jack Cumming, de vous choisir pour venir ici. Je vous ai choisi, comme un condamné choisit son bourreau. Il caressa ses longs cheveux soyeux. Splendide bourreau au demeurant. Eros et Thanatos. L'énergie érotique et l'énergie mortelle incarnée par une jeune femme admirable aux grands yeux noirs. Vous. Et si je refuse de vous tuer? Quand vous verrez ce que je vais vous montrer, vous ne refuserez pas. Ils gravirent le chemin qui menait au grand bâtiment rond surplombant la colline. David Kubrick marchait presque allègrement. Il sortit une grosse clé et ouvrit une serrure ancienne. La porte grinça en s'ouvrant. Dès l'entrée, Victoria fut assaillie par une odeur d'air ionisé et de machine en surchauffe. Ils empruntèrent un ascenseur en direction du sous-sol. La descente dura si longtemps que Victoria s'en inquiéta. Lorsque la cabine s'immobilisa enfin, ils prirent pied dans un univers de serrures, de systèmes de sécurité à code, à clé et à carte. Puis ils débouchèrent dans une pièce qui semblait particulièrement importante pour le cinéaste.
David Kubrick alluma un projecteur plafonnier dirigé sur un ensemble d'ordinateurs, eux-mêmes reliés à des claviers, des écrans, des bocaux en verre. À gauche, un tunnel ouvert laissait voir des tubes de plusieurs centimètres de section. Au centre, un gros tube transparent. Savez-vous où nous nous trouvons, géographiquement? Avant l'Apocalypse, cette région s'appelait l'Europe, et ce pays la Suisse. La plus proche grande ville était Genève. Mon château et mes studios ont été construits ici, près de Genève. Ces noms n'étaient pour elle que des sonorités. Il lui aurait dit que Genève était un chef d'État, la Suisse son épouse et Europe son chien, cela aurait eu autant de sens pour les gens de sa génération. Cet endroit, Mademoiselle PL, était un laboratoire de pointe. L'un des plus grands laboratoires scientifiques du monde. Son instinct de journaliste entra en éveil. Cela s'appelait plus exactement le LHC, initiale pour Large Hadron Collider, ce qui signifie Grand Collisionneur d'Hadrons. Les hadrons étant un terme générique pour toutes les particules, il a été construit par une organisation européenne qui s'appelait le CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Mais ce que vous avez à retenir, c'est que ceci est un accélérateur de particules, un bijou de très haute technologie. Ce tunnel, dont vous ne voyez qu'un segment, mesure 8,5 km de diamètre. Elle hocha lentement la tête. C'est donc à cela que travaillaient les scientifiques qui sont venus ici? Exact. Il fallait réparer la machine la plus complexe qu'a jamais créée l'homme avant l'Apocalypse. La majeure partie de l'argent que j'ai gagné avec le cinéma, je l'ai investi dans la réparation et l'amélioration de cette merveille. Quel intérêt? Il lui sourit avant de répondre. Cet accélérateur est capable de projeter une particule à la vitesse de la lumière. À cette vitesse, la matière se transforme selon la loi de la relativité d'Einstein E égale à mc2. Mais cela devient vertigineux, lorsqu'on sait que ce tunnel de 8,5 km de diamètre est si puissant qu'il parvient à projeter la matière au-delà de la vitesse de la lumière. Il marqua un temps d'arrêt pour guetter sa réaction, mais la jeune femme ne paraissait pas impressionnée. À vrai dire, les sciences, tout comme les autres sujets en dehors du cinéma, lui semblaient une forme d'abstraction. Vous m'avez bien entendu? Au-delà de la vitesse de la lumière. Elle répondit en haussant les épaules, je ne suis pas physicienne. Voyons. À la vitesse de la lumière le temps s'arrête. Et comme mon accélérateur va au-delà de la vitesse de la lumière. Victoria PL n'osa prononcer le mot. Le temps recule? En effet. Cette fois, il avait réussi à capter son attention. Vous voulez dire que c'est une machine à remonter le temps? David Kubrick approuva avec jubilation. Au début j'ai envoyé des particules, photons, protons, neutrons. Mes scientifiques ont beaucoup travaillé à faire grossir le projectile. Ils ont enfin réussi à envoyer des atomes complets, puis des molécules. L'aventure commençait. Nous faisions voyager la matière. Après les molécules nous avons envoyé des minuscules grains, puis des billes pas plus grosses que des lentilles. Des lentilles qui remontent le temps, reprit Victoria, émerveillée. Elles arrivaient à remonter des dixièmes de seconde, puis des secondes, puis des minutes, puis des heures, puis des jours. Il m'a fallu longtemps pour franchir l'échelle de la semaine. Victoria PL eut l'intuition qu'une sorte de puzzle s'assemblait dans son esprit pour aboutir à une révélation, mais elle n'en voyait rien encore. Après les semaines, c'est devenu plus facile. Je remontais les mois, je suis arrivé à remonter les années. Elle eut soudain un sursaut. Vous avez passé la barrière de l'Apocalypse, c'est bien cela? David Kubrick ouvrit un placard, et sortit une cloche de verre dans laquelle voletaient une dizaine de mouches. Voilà mes projectiles de dernière génération. Ils sont plus gros que des lentilles, mais beaucoup plus discrets que des cannes-ramans. Des mouches. On dirait de vrais insectes, n'est-ce pas? Il lui tendit la cloche. Victoria approcha de ses yeux, les minuscules sons spatio-temporels. En observant un insecte de près, elle finit par distinguer à la place de la tête, un objectif doté de plusieurs bagues. Leurs têtes ce sont des caméras. Et leurs bouches des micros. Mes laboratoires ont mis des années à les perfectionner.
Il a été plus facile de construire la machine à remonter le temps que ces mouches capables de résister à la pression de l'accélérateur de particules. Victoria, fascinée, ne pouvait quitter des yeux le contenu de la cloche. C'est avec ces mouches que j'ai franchi la barrière du temps. C'est avec ces mouches que je me suis retrouvée à voir et à entendre l'apocalypse. Victoria se retourna, considéra les écrans et les claviers. Dans son esprit, le secret de David Kubrick commençait à prendre corps. J'ai assisté à la fin d'un monde. Avec plusieurs caméras sondes, j'ai pu le filmer sous différents angles, et avec différentes valeurs d'optique. J'ai filmé les semaines qui ont précédé la catastrophe. Je filmais les gens en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes, je filmais le sport, les voyages, les querelles, la vie. Vous vous en souvenez peut-être, mes premiers films avaient pour thème récurrent un monde qui sombrait doucement, sans que mes personnages s'en aperçoivent. Elle cherche un siège pour s'asseoir. Et les gens du passé ne voyaient pas vos caméras, parce qu'ils pensaient que c'était juste des mouches. Il approuva. Alors tous vos films? Questionna-t-elle. Seulement les derniers. Ceux que j'ai réalisés dans les 15 dernières années. Ce n'étaient pas des acteurs, mais des gens bien réels. David Kubrick acquiesça. Maintenant vous savez. Une certaine fébrilité gagna soudain la jeune femme. Mais alors, ce qui leur arrive dans le film, leur est arrivé dans leur vie. Victoria PL se figea. Vous n'allez pas me dire que les morts qu'on voit dans vos films étaient vrais? Victoria semblait se parler à elle-même. Ces massacres étaient de vrais massacres? Les histoires d'amour étaient de vraies histoires d'amour, les naissances de vraies naissances. Ces salauds, ces tortionnaires, ces tyrans. Plus le méchant est crédible, plus le spectateur est touché par le courage du héros. Le public ne s'y est pas trompé, avoua-t-il. Et bien sûr, ces explosions, ces destructions ne devaient rien aux effets spéciaux, demanda-t-elle. C'est ainsi que nos ancêtres faisaient la guerre, reconnut-il. Elle était abasourdie. Toute la filmographie de David Kubrick lui apparaissait désormais comme une obscénité. Elle repensait au choc esthétique qu'elle avait reçu, à la beauté des images, à l'émotion transmise par les personnages. Elle s'était toujours protégée des drames, qu'elle observait en se disant ça du cinéma, où les acteurs sont vraiment excellents. Mais si tout était vrai, cela changeait tout. Ce n'était pas touchant, c'était horrible. David Kubrick se contenta de hausser les épaules. Par moments, la vérité semble moins crédible que le cinéma. C'est cela le paradoxe. David Kubrick lui caressa le visage du bout des doigts, recueillit une larme, la posa sur sa langue. De l'émotion liquide, murmura-t-il. C'est peut-être ce qui m'a le plus manqué dans mon donjon. Elle pleurait en silence. De fins sillons nacrés brillaient sur ses joues. C'est épouvantable. Ainsi il mourait vraiment, répéta-t-elle, comme hallucinée. Et ils s'aimaient vraiment, compléta-t-il. Et ils se sont infligés tout, ce qui existe dans vos scénarios. Un torrent d'images des films qu'elle avait adorés se déversa dans sa mémoire. Ce n'étaient pas des scénarios, rectifia-t-il doucement. Aucune fiction. Seulement des documentaires. La pensée qu'elle avait osé donner un avis de critique de cinéma sur des événements réels la remplit soudain de honte. Ce n'est pas moi le meilleur scénariste, c'est Dieu, dit-il. David Kubrick eut ce petit sourire modeste, qui lui donnait un air d'enfant surpris le doigt dans la confiture. Mon seul mérite aura été de révéler quelques instants merveilleux ou tragiques de la vie de nos ancêtres, tels que le grand scénariste Céleste les a écrits. Le maître de cinéma ouvrit un album de photos, et Victoria reconnut aussitôt des scènes de ses films. Je n'ai respecté qu'une seule règle, choisir des instants pas trop reconnaissables, afin de ne pas attirer l'attention du Conseil des sages. Heureusement, les plus beaux moments du passé sont les moins connus. Je n'ai fait que les découvrir et les révéler. Comme on choisirait des fleurs dans une jungle pour composer un bouquet. Je n'ai pas inventé ces fleurs, mon seul mérite aura été de les présenter à ma manière au public. Victoria PL continuait de pleurer doucement, tout en écoutant. Elle resta longtemps muette, comme prostrée devant la révélation du grand secret des studios dit.
Le maître de cinéma lissa sa longue barbe blanche avec maladresse. Une part du passé de l'humanité reste inscrite en nous, au plus profond de nos gènes. C'est la raison pour laquelle mes films touchent autant de monde. Ils font vibrer au fond de nos cellules l'histoire de nos aïeux. Aucun gouvernement ne pourra gratter nos codes ADN au point de nous faire oublier les passions de nos ancêtres. L'histoire de l'humanité serait gravée en nous, reprit-elle, intriguée. Je ne sais pas expliquer cela scientifiquement, mais le succès de mes films en est la preuve. Les gens se souviennent. Ils ne découvrent pas mes images, ils se les rappellent. Cela n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas porter l'histoire de nos ancêtres en nous. Nous ne pouvons pas connaître des péripéties, qui se sont déroulées avant notre naissance, et dont personne ne nous a parlé. David Kubrick caressa le globe contenant les insectes robots. Vous comprenez maintenant ma discrétion. Depuis que l'idée du projet a surgi dans mon esprit, et elle a germé depuis longtemps, je peux vous le dire, je n'ai fait que lui donner les moyens d'exister. Il fixa les mouches, cameraman excité attendant qu'on leur lance le fameux moteur, Saturne, action. Pour s'élancer parmi les hommes du passé. Vous voulez savoir le plus ironique? En explorant le passé, j'ai découvert que dans les débuts du théâtre, après la représentation, les spectateurs agressaient les acteurs qui jouaient les méchants, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient réellement les mauvais dans la vie. Certains ont même été lynchés. Les pauvres. En fait, mieux ils jouaient, plus ils risquaient d'être tués à la fin du spectacle. Et maintenant tout s'est inversé, ils croient que c'est faux alors que c'est vrai. Le maître de cinéma fronça un sourcil. Vous allez me dénoncer au gouvernement? Où sont passés les acteurs, les techniciens, tous ces gens qui travaillaient dans vos studios? Repartis avec l'obligation par contrat de ne rien révéler de ce qu'ils avaient vu. Tout s'est fait peu à peu. Personne n'a vu une foule quitter les lieux. Et pas un seul n'a trahi. Chacun croyait que les autres restaient. Personne n'a vraiment su ce qu'il se passait. Je n'ai jamais eu de bras droit, de confident, ou de premier assistant au courant de mon secret. Sauf vous, maintenant. Et les scientifiques qui ont construit la machine? Ceux qui ont fabriqué l'accélérateur, n'ont jamais rencontré ceux qui ont créé les mouches robots. Aucun d'eux n'a même imaginé l'association des deux technologies. Il suffit de bien compartimenter, et d'être seul à connaître les liens. Dès lors plus personne ne peut vous trahir. Quelle machination! Pour un noble but. Restaurer la mémoire de nos ancêtres. Qu'ils n'aient pas vécu et souffert pour rien. Pourquoi moi? Pourquoi me révéler tout ça? Ma fin approche, je veux faire confiance à quelqu'un, au moins une fois dans ma vie avant de mourir. Pourquoi moi? Répéta-t-elle. Il lissa sa barbe comme s'il n'avait pas entendu la question. Alors, que décidez-vous? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Désormais vous êtes seul à savoir. Si vous me dénoncez, tout s'arrêtera. Victoria P. arrêta son magnétophone caché. Elle essuya ses joues. Un long silence s'installa entre eux. Puis, dans un souffle, non. Je ne vous dénoncerai pas, déclara-t-elle enfin. Elle fixa David Kubrick dans les yeux. Vous disiez que je devais vous assassiner, qu'est-ce que cela signifie? J'ai un cancer généralisé. La morphine ne me fait plus d'effet. À force de travailler seul, je n'ai eu ni enfant ni héritier. Il lui saisit la main et la force du vieillard la surprit. Je vous l'ai dit, je vous surveille depuis longtemps. Vous avez été actrice. Vous avez été réalisatrice. Vous avez arrêté d'œuvrer par admiration pour moi. Si vous le souhaitez vous pourriez être mon héritière. Elle se dégagea. Dans le scénario que j'ai écrit pour nous vous m'administrerez un cocktail létal que j'ai déjà préparé, puis vous enterrerez mon corps dans une tombe. Une vraie tombe que j'ai fait creuser dans le parc des studios, près du château. J'y ai déjà disposé le cercueil, bien en évidence, m'enterrer devrait vous prendre à peine une petite heure. Puis vous vous installerez dans mon poste de contrôle en haut du donjon. Des réserves de nourriture sont stockées pour des siècles, le fauteuil est moelleux, les écrans et les claviers permettent de tout diriger à distance. J'ai même prévu un manuel mode d'emploi, au cas où vous auriez des doutes sur l'utilisation d'un matériel. La jeune femme n'en croyait pas ses oreilles. Vous me demandez de tourner des films à votre place.
Vous envoyez les mouches dans les scènes du passé de votre choix, vous les dirigez comme des caméramans, vous montez les images. Je ne vous apprends pas que le montage est déterminant. Vous pourrez ensuite ajouter le bruitage et la musique de fond, mais dans mon style, je préfère rester le plus sobre possible. Plus c'est vrai, plus c'est magique. Enfin, étant donné tous les articles que vous avez déjà écrits sur mes films, vous connaissez mon style. Je vous propose de devenir la nouvelle David Kubrick. Elle baissa les yeux. Désolé. Je ne m'en sens pas capable. Trouvez quelqu'un d'autre. C'est vous personne. Et si je refuse? Il n'y aura plus de films des studios dit. Mais filmer le passé est formellement interdit. Ce qui fait plaisir est toujours illégal, immoral ou fait grossir. Elle secoua sa chevelure brune. Les erreurs de nos ancêtres ont été la cause de l'apocalypse. S'en souvenir, c'est leur redonner la possibilité d'exister. Et donc de provoquer une nouvelle apocalypse. Peut-être qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Trop d'émotions sur le passé tue, mais un peu d'histoire est malgré tout nécessaire. Et puis on ne peut pas prévoir les retombées négatives ou positives sur chaque individu. Les blessures sont cicatrisées. Les gens ont changé. Ils sont plus conscients. Maintenant ils peuvent progressivement redécouvrir d'où ils viennent, sans que cela ait des conséquences dramatiques. C'est vous qui le dites. C'est mon intuition profonde. Et si vous vous trompez? Seuls ceux qui n'agissent pas ne se trompent pas. Elle secoua sa chevelure sombre, comme si elle refusait une idée insupportable. C'est si dangereux. C'est si excitant. C'est passible de prison. C'est de l'art. L'art du risque. L'art véritable représente toujours une prise de risque. Elle pivota sur elle-même pour examiner le laboratoire ultramoderne. Dire qu'il avait fallu construire un tel monument pour revenir dans le passé. Vous me proposez de vivre seul dans ces studios vides et dans ce château désert? Je vous propose de vivre dans des milliers de décors fabuleux avec nos millions d'ancêtres. Je vous propose de leur rendre justice. Qu'ils n'aient pas vécu pour rien. Ce sont des fantômes du passé. Ils sont pourtant les fondateurs de notre présent. Comment se construire sans connaître nos racines? Vous aviez des parents. Et ces parents avaient des parents. Et c'est parce qu'ils se sont rencontrés, et qu'ils ont fait l'amour que vous existez aujourd'hui. Ils se sont trompés. Ils vivaient dans la violence, la haine, le fanatisme, le racisme. Ils ont failli détruire la planète. Si on les fait exister à nouveau, ils peuvent nous contaminer. Comment imaginer un monde meilleur, si on ne sait plus où s'est située l'erreur? Après cette période d'arrêt et de réflexion, nous sommes prêts à affronter intelligemment notre douloureux passé, pour mieux bâtir notre futur. Mes films doivent servir à ça. Leur succès prouve que les gens sont prêts, et qu'ils le souhaitent au fond d'eux-mêmes. Non, ils ne savent pas. Ils croient que c'est juste du divertissement. David Kubrick laissa passer un temps, avant d'ajouter « N'est-ce pas cela la vraie fonction du cinéma de qualité? Instruire les gens sans qu'ils s'en aperçoivent, avec des histoires utilisant la beauté, l'humour, l'amour, ou le spectaculaire pour les intéresser. Les intéresser à quoi? À la vérité. Aussi difficile et pénible soit-elle. Elle battit des paupières. Jamais elle n'avait ressenti une impression aussi pesante. Elle se sentait déchirée. Le poids de la responsabilité l'écrasait. Je ne sais que dire. Alors ne dites rien. Poursuivez seulement mon œuvre de réhabilitation progressive du passé. Et puis laissez-vous porter par les images que vous enverront les mouches. Vous verrez, la réalité, quel que soit son impact émotionnel, est le plus beau de tous les films. Dans les jours qui suivirent, Jack Cumming, le rédacteur en chef du magazine de cinéma, n'eut plus aucune nouvelle de sa journaliste. Il en fut inquiet, troublé, se mit à regretter son initiative. Les semaines s'écoulèrent. Vide de toute nouvelle. La mort dans l'âme, le rédacteur en chef en vint à la conclusion que Victoria P.L. avait été tuée par les systèmes de sécurité des studios dits, qu'on prétendait particulièrement dangereux. Il hésita tout d'abord à avertir la police, puis, le temps passant, la peur d'être lui-même incriminé lui conseilla de n'en rien faire. La jeune critique n'avait pas de famille,
personne ne s'inquiéta de sa disparition. Durant 61 ans, les studios dits produisirent régulièrement des films. Durant 61 ans le public continuait de s'émerveiller des productions dits. Quelques critiques signalèrent que la bande-son devenait de plus en plus présente, mais les puristes attribuèrent cela à une évolution stylistique. Peut-être même à un début de surdité du maître. Les plans séquences, de plus en plus longs, donnaient l'impression que le cinéaste vieillissant, on le disait plus que centenaire, voulait ralentir le temps. Enfin, lorsque la production des films dits cessa d'un coup, et que plus le moindre signal ne fut émis des célébrissimes studios, un autre journal de cinéma se résolut à envoyer un journaliste intrépide à l'assaut de l'enceinte interdite. Il découvrit alors des studios déserts, et un cadavre de vieille dame assis dans le donjon, face à des écrans. Il rapporta des photos et révéla au monde ce qui devait devenir le scandale des studios dits. La police força les portes. La tombe de David Kubrick fut découverte. Son corps exhumé et enterré en cachette, quelque part où l'on ne pourrait plus le vénérer. Près de lui, reposa le corps de Victoria P.L., la fameuse vieille dame, morte d'une crise cardiaque. L'affaire fit grand bruit. Le scandale des studios dits eut un tel retentissement que le Conseil des sages, qui gouvernait le monde, lança sur cette affaire une commission d'enquête, qui remit très vite ses conclusions, incriminant en tout premier lieu le nom de Kubrick. Les enquêteurs signalèrent en effet que tous les noms de famille comportaient des points d'ancrage émotionnel du passé. Le Conseil des sages, réuni en session extraordinaire, décida alors de supprimer purement et simplement l'usage du nom de famille. Désormais, les individus ne garderaient que leur prénom. Les noms de famille seraient remplacés par une suite de chiffres, à la manière des plaques d'immatriculation des voitures. C'était là le prix à payer pour éviter tout risque de rechute. Ainsi fut voté le quatrième fruit défendu, l'interdiction de porter un nom de famille. Parallèlement, tous les films de David Kubrick et Victoria P.L. furent interdits, récupérés et brûlés. Une nouvelle génération de réalisateurs surgit, caractérisée surtout par son style très formaté. Les thèmes des films étaient soit des comédies romantiques soit des drames psychologiques. Plus de scénarios compliqués, plus de caméras mobiles offrant aux spectateurs l'impression de voler au-dessus des personnages, plus de scènes dans la pénombre, plus d'acteurs inconnus. Et bien sûr, interdiction de faire référence au passé pré-apocalyptique. Les scénarios, les décors, les effets de réalisation étant réduits à leur plus simple expression, les acteurs retrouvaient alors toute puissance. C'était eux qui décidaient de la production, eux qui communiquaient sur le sens de l'intrigue, eux qui à nouveau devenaient les personnes les plus importantes de la planète. Progressivement, les plus populaires se mirent à faire de la politique, et à entrer au Conseil des sages. À chaque élection ils raflaient plus de suffrages. On avait oublié que s'ils avaient l'air aussi intelligents et passionnants dans leurs films, c'était parce que des scénaristes besogneux leur avaient écrit des dialogues sur mesure. Brume et vapeur. Cependant, certains spectateurs gardaient intact dans leur mémoire le souvenir des films des studios dits. Ils frissonnaient à cette seule évocation, et affirmaient qu'avoir vu un film dit était une expérience irremplaçable, à la fois émouvante et magnifique, qui ne se comparait à aucun film récent. Quelques admirateurs finirent par retrouver des enregistrements du maître de cinéma, qui avaient échappé aux hôtes d'affaires. Bien que le simple fait d'en posséder une copie soit passible de peine de prison, des copies pirates se transmirent sous le manteau, de plus en plus nombreuses.